Bonjour chers étudiants, dans ce cours de contentieux administratif dispensé en sixième semestre dans le parcours du droit public. Alors, il s'agit pour nous de vous donner quelques notions de base sur la matière, en commençant par ce chapitre préliminaire consacré à la soumission de l'administration au droit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le principe de la légalité? Tout d'abord, c'est une caractéristique d'un état de droit. Le principe de l'égalité signifie que les autorités administratives sont tenues, dans les décisions qu'ils prennent, de se conformer à la loi, ou plus exactement à la légalité, c'est-à-dire un ensemble de règles de droit, de rangs et de contenus divers qui sont fonction, dans chaque cas, de la place et des compétences de l'autorité administrative qui agit. Il faut dire aussi que l'administration ne peut fonctionner de manière arbitraire. Elle doit respecter le droit et doit respecter l'ensemble des règles qui forment le bloc de la légalité. Telle est la substance du principe de l'égalité. Ce principe concerne toutes les activités des autorités administratives. Tout d'abord, au premier chef, les décisions administratives individuelles et les contrats, mais aussi les actes administratifs réglementaires qui doivent eux-mêmes respecter la légalité. En effet, le principe de l'égalité constitue une limitation du pouvoir administratif. En cela, il est un principe libéral, un facteur de libéralisme dans le régime administratif. Alors, après avoir défini le principe de la légalité, il faut préciser par la suite quelles sont les limites qui sont apportées à ce principe. Alors, politiquement, la théorie de la légalité est le siège d'un conflit entre deux grands intérêts. L'exigence de garantie au profit des administrés pousse à développer à l'extrême la limitation de l'administration. Mais, à l'inverse, le pouvoir administratif a besoin de liberté d'action. Cette liberté d'action est assurée au moyen de techniques diverses, dont l'une est d'une application normale et courante, c'est le pouvoir discrétionnaire. Alors que d'autres, exceptionnels, trouvent leur expression dans les théories des circonstances exceptionnelles et les actes de gouvernement. Donc, on va voir tout d'abord dans ce chapitre préliminaire quelles sont les sources du principe de la légalité. Ensuite, on verra dans un deuxième cours les limites qui sont apportées à ce principe. Commençons tout d'abord par le contenu du principe de la légalité, c'est-à-dire quelles sont les sources de ce principe. Alors, il faut faire la distinction entre deux types de sources de légalité. Nous avons tout d'abord des sources écrites et des sources non écrites. S'agissant des sources écrites, il y a plusieurs composantes, à commencer par la norme suprême, la Constitution et les lois organiques. Donc la première composante de la légalité, des sources de la légalité, c'est la Constitution et les lois organiques. Alors, pour ce qui est de cette première source, la Constitution et les lois organiques font partie des sources de la légalité administrative. Le juge se réfère aux dispositions de la Constitution pour annuler un acte administratif qui leur est contraire, par exemple un décret. En effet, la soumission de l'administration aux règles supérieures d'organisation des pouvoirs publics inscrites dans la Constitution s'impose. La loi fondamentale de 2011, actuellement en vigueur au Maroc, pose des règles de fond qui intéressent directement le droit administratif. On trouve dans la Constitution de 2011 le principe d'égalité devant la loi, le principe de liberté d'existence et d'activité des partis politiques, une liste exhaustive des droits et libertés des citoyens, etc. Du point de vue de la légalité, les actes des autorités administratives doivent les respecter. Donc, l'acte administratif, quand l'administration agit pour servir l'intérêt général, il doit prendre en considération les dispositions de la Constitution. Alors, à part la Constitution, nous avons une source qui complète celle-ci, à savoir les lois organiques. Donc, juste après la Constitution, on trouve les lois organiques qui complètent les dispositions constitutionnelles.
pas moins de 20 lois sont énumérées dans la Constitution de 2011 au Maroc. Parmi les plus récentes, on peut citer la loi organique relative aux régions, la loi organique relative aux préfectures, provinces, la loi organique relative aux communes, la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la loi organique relative au portant statut des magistrats. Nous avons une loi organique qui détermine les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions au pouvoir public. Nous avons une loi organique qui fixe les conditions, les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative, etc. Donc, ce sont des textes qui ont une valeur supérieure et qui viennent juste après la Constitution dans la hiérarchie des normes. Alors, ça, c'est la première source, Constitution et loi organique. Deuxième source, ce sont les traités internationaux. Les traités internationaux, les conventions internationales. Alors, la Constitution de 2011 a réservé aux conventions internationales, notamment des droits de l'homme, une place de choix dans la hiérarchie des normes. Ainsi, le préambule souligne l'engagement du Maroc à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans les chartes et conventions des organisations internationales et son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. De même, l'État est disposé à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité. Alors, s'agissant du rapport entre le droit interne et le droit international, la Constitution accorde aux conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable et dès la publication de ces conventions, la primauté sur la supériorité sur le droit interne du pays et harmonise en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Donc, les conventions internationales, c'est une source à part entière de principe de la légalité et le juge se réfère régulièrement aux conventions pour contrôler la légalité d'un acte administratif. Alors, le Maroc, à l'instar de plusieurs États, a ratifié une pluralité, une multitude d'instruments internationaux. À titre d'exemple, nous avons la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les deux pactes internationaux, l'un relatif aux droits civils et politiques, l'autre se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels. Vous avez la Convention relative aux droits de l'enfant. On a aussi la Convention relative aux droits des personnes handicapées, etc. Donc, notre pays fait partie de toutes ces conventions et donc il doit les appliquer, les respecter dans la pratique et toute l'activité administrative doit prendre en considération ces engagements internationaux du Maroc. Alors, les textes internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve des conditions mentionnées plus haut. Alors, la jurisprudence, on vient de le dire, les considère comme des sources de la légalité, dont la violation par un acte administratif entraîne la nullité de cet acte. Dans l'ensemble, les juridictions administratives ont admis sans difficulté la primauté du traité sur la législation interne. Alors, troisième source de l'égalité, ce sont les lois ordinaires. Alors, qu'est-ce qu'une loi? Au sens strict du terme, la loi est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement dans l'une des matières énumérées à l'article 71 de la Constitution. C'est ce qu'on appelle le domaine de la loi. L'administration est tenue de respecter le texte et l'esprit des lois ordinaires dans l'accomplissement de ses activités. Pour sa part, le juge administratif n'hésite pas à annuler l'acte administratif qui viole les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence, à cet égard, est à la fois riche et constante. Nous avons une infinité de textes, de lois qui sont adoptés par le Parlement.
Vous avez des textes anciens, mais des textes récents aussi. Le Dahir portant statut général de la fonction publique de 1958. Vous avez les lois sur les libertés publiques de 1958 qui concernent les associations, les rassemblements, la presse. Vous avez la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire de 1982. Vous avez une loi portant code de recouvrement des créances publiques de 2000. Vous avez la loi 0203 relative à l'entrée au séjour des étrangers au Maroc et à l'immigration et l'immigration irrégulière, etc. Ce sont des textes de loi que l'administration doit respecter dans son activité quand il sert l'intérêt général, quand il accomplit des tâches d'intérêt général. Alors, troisième source écrite de la légalité, ce sont les règlements. Qu'est-ce qu'on entend par un règlement? Alors, on pense ici au pouvoir réglementaire. Alors, le règlement est une norme générale et impersonnelle prise par une autorité administrative, soit de façon dérivée pour l'exécution d'une loi, soit de façon autonome dans une matière autre que celles qui sont énumérées à l'article 71 de la Constitution. On parle ici de l'article 72 de la Constitution qui détermine le domaine du règlement. Alors, l'administration peut prendre deux types d'actes. On a d'une part les actes réglementaires à caractère général et impersonnel, et on a de l'autre les actes individuels à caractère personnel et nominal. L'acte réglementaire est toujours supérieur à l'acte individuel. Alors, les règlements restent commandés par leur nature formelle d'actes administratifs. Les deux conséquences essentielles en sont, d'une part, l'application de la règle de la subordination du règlement à la loi, d'autre part, la soumission du règlement au régime contentieux de tous les actes administratifs, ce qui implique notamment le contrôle du juge administratif et la possibilité de l'annulation du règlement illégal par la voie du recours pour excès de pouvoir. Alors, l'application du principe de la subordination du règlement à la loi entraîne que le règlement pris pour l'exécution des lois ne peut, sous peine d'illégalité, contredire ni bien entendu la loi qu'il exécute et développe, ni davantage toute autre loi. Alors, pour sa part, le juge administratif a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur la légalité des actes des autorités administratives par rapport aux décrets. Alors, vous avez plusieurs textes réglementaires. Par exemple, vous avez le décret de 1997 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées. Vous avez aussi le décret fixant les conditions, les modalités d'organisation de l'habilitation universitaire, etc. Donc, on a une infinité de textes ou de règlements qui font partie de la légalité et donc l'administration doit les prendre en considération. En résumé, on peut dire qu'entre les diverses sources énumérées précédemment existe une hiérarchie qui procède de la subordination des organes de l'État les uns aux autres. Il s'agit donc là d'une hiérarchie essentiellement formelle. À chaque échelon, les décisions, même réglementaires, ne peuvent enfreindre les normes réglementaires posées à l'échelon supérieur. Donc, la hiérarchie des normes veut dire tout simplement que la loi inférieure doit impérativement respecter et se conformer à la loi, au texte supérieur. C'est le point de vue formel lié à la plus ou moins grande autorité de leur auteur, qui détermine pour les règles écrites leur place dans la hiérarchie. Chaque autorité ne peut que compléter et adapter, sans les contredire, les règlements de l'autorité supérieure. Voilà donc ce qu'on peut dire des sources écrites. Il reste maintenant de voir les sources non écrites. Et ils sont de deux catégories. Nous avons d'une part la coutume et les principes généraux du droit. Commençons tout d'abord par la coutume. Qu'est-ce qu'une coutume? Alors, c'est une source formelle de la légalité administrative. Et on a besoin de deux conditions pour l'existence de la coutume. L'élément matériel, il s'agit d'une pratique qui se traduit par la répétition de précédents semblables,
et l'élément psychologique qui révèle le caractère obligatoire de la règle coutumière, et plus précisément la conviction que la pratique en question constitue une règle juridique qui doit être suivie. Même si la doctrine est très divisée quant à la portée de la coutume, la jurisprudence se réfère timidement à quelques pratiques et usages dans l'activité administrative. Alors, parallèlement à la coutume, nous avons une autre source très importante constituée par les principes généraux du droit. Alors, qu'appelle-t-on les principes généraux du droit? C'est un certain nombre de principes qui ne figurent pas dans des textes écrits, mais la jurisprudence reconnaît comme devant être respectés par l'administration, et leur violation constituant une illégalité. La soumission des autorités administratives aux principes généraux du droit ne concerne pas seulement leurs décisions individuelles, mais aussi leur activité réglementaire sous toutes ses modalités. On ne saurait prétendre dresser une liste exhaustive ou définitive des principes généraux du droit, car cette liste a été enrichie par de nouveaux principes que découvert le juge administratif. On peut citer, à titre d'exemple, les droits de la défense, la non-rétroactivité des actes administratifs, l'enrichissement sans cause, liberté de commerce et d'industrie, le principe d'égalité. Donc, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques, le principe d'égalité devant l'impôt, principe d'égalité devant les services, devant la fonction publique, etc. Nous avons le principe dit non bis in idem, c'est-à-dire que on ne peut pas prononcer de sanctions pour la même faute. Nous avons le principe de parallélisme des formes et des compétences. Une personne est nommée par Dahir, il ne peut être révoqué que par Dahir. Une personne nommée par décret, il ne peut mettre fin à sa mission que par décret. Et nous avons d'autres principes plus récents, comme le principe de la sécurité juridique ou de confiance légitime. Voilà donc, grosso modo, ce qu'on peut dire dans ce premier cours de ces sources de la légalité. Donc, on a passé en revue tout d'abord la définition du principe de la légalité. Je rappelle que ce principe est un principe fondamental dans un état de droit, dans une démocratie, qui veut dire que l'administration doit prendre en considération les textes en vigueur quand il accomplit ses actes. L'administration doit se soumettre à la loi au sens général du terme. Il ne doit pas adopter des actes arbitraires ou il ne peut pas se servir de ses prérogatives que pour atteindre les objectifs qui sont fixés par le législateur, que pour servir l'intérêt général et veiller sur le bon fonctionnement des services publics, et veiller sur l'ordre public aussi. Alors, nous avons parlé des sources écrites, donc on a traité la Constitution, les lois organiques, les traités internationaux, les lois ordinaires, les règlements, et nous avons vu par la suite les sources non écrites, à savoir la coutume d'une part et les principes généraux du droit. Voilà donc, on arrive au terme de ce premier enregistrement. Je vous donne rendez-vous pour un deuxième cours qui portera sur les limites au principe de la légalité. On traitera trois principes, trois limites, à savoir le pouvoir discrétionnaire, les circonstances exceptionnelles et les actes de gouvernement. Voilà, bon courage et bonne continuation.